Pourquoi Patrice Talon a-t-il libéré les otages nigériens? Je vais donner 4 raisons pour lesquelles Patrice Talon, Patrice Talon que nous appelons avec raison le vassal france-africain de Cotonou, qui sera talonné jusqu'à son étalement, pourquoi cet homme-là a-t-il pourquoi a-t-il considéré qu'il fallait libérer les otages nigériens? Il y a 4 raisons que je vais vous exposer. Et s'il vous plaît, marquez ces raisons. Je salue les îles Comores avec mon ami Odari Aboubakar qui me fait signe depuis là-bas. Je vous salue dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien. Il serait difficile de répondre à chacune et à chacun d'entre vous. Vous le savez très bien. Je vous remercie de comprendre que si je ne peux pas systématiquement réagir à chacune de vos paroles, ce n'est pas par négligence de votre valeur individuelle, mais c'est par incapacité de répondre à toutes vos sollicitations en temps et heure, autrement que par la diffusion des pains spirituels de la liberté et du festival des vérités crues. Le second sujet, disais-je, c'était les conséquences de la décision nigérienne de mettre fin à l'exploitation de la mine d'Imouraren, la grande mine d'uranium, et donc en fait de sevrer la France de l'uranium nigérien. Et le dernier point, je vais vous parler de la guerre informationnelle. Si ces sujets sont importants, ne me laissez pas seul face aux machines ennemies. Vous êtes près de 1500 personnes rassemblées sur YouTube. Il n'y a que 238 qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé. Et il n'y a pas 1500 personnes qui ont pensé à partager l'émission. Vous approchez un tel nombre sur Facebook, je ne bénéficie pas encore de ce soutien. S'il vous plaît, activez-vous, nous allons commencer. Soyez salués. Je salue Haïti. Haïti, notre bien-aimé, la perle de l'Afrique, au cœur de l'océan Atlantique. Haïti, la première république noire libérée. Salut à toi, Alain Bekono Haïti, et merci de ton soutien. Premier sujet. Patrice Talon a libéré les otages nigériens. Première raison, parce qu'il n'a pas atteint son objectif tactique et géostratégique. L'objectif tactique et géostratégique de Patrice Talon était d'amener l'armée nigérienne à répondre à sa provocation par une invasion du territoire béninois. Talon avait été chargé de provoquer le président Abdourahmane Tiani, sachant que l'armée nigérienne est, en termes de puissance militaire, supérieure à l'armée béninoise. Il partait du principe que le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État du Niger, allait tomber dans le piège que les États-Unis ont tendu à Saddam Hussein à travers le Koweït dans les années 90. Pour mémoire, les États-Unis voulaient détruire l'Irak de Saddam Hussein parce que Saddam Hussein avait décidé de commencer à vendre le pétrole irakien sans passer par le dollar. Alors, ils ont demandé aux Koweïtiens de vendre le pétrole à très vil prix, ce qui faisait s'effondrer les prix du baril du dollar de pétrole et faisait perdre de l'argent à l'Irak. Saddam Hussein, conscient de la supériorité militaire de l'armée irakienne sur l'armée koweïtienne, a donc décidé d'envahir le Koweït pour y installer un régime favorable à l'Irak et rétablir les prix du pétrole de telle façon que le pétrole irakien ne soit plus vendu au rabais, puisqu'il avait décidé de le vendre en monnaie irakienne et non plus en dollars. Saddam Hussein, qui avait été l'allié des Américains dans la destruction de l'Iran, dans la guerre contre le régime chiite d'Iran, Saddam Hussein prit quand même une précaution, c'était de demander aux autorités américaines si elles ne voyaient pas de mal à ce qu'ils envahissent le Koweït pour ainsi dire, redresser le comportement insolite des dirigeants koweïtiens de cette époque et les obliger à respecter quand même un prix convenable pour le pétrole au Moyen-Orient. Les Américains répondirent à Saddam Hussein qu'ils pouvaient envahir le Koweït, que ce n'était pas un problème, qu'ils ne s'en mêleraient pas. Saddam Hussein crut en ses anciens maîtres qui s'étaient servis de lui pour attaquer l'Iran. Saddam Hussein envahit alors le Koweït et au moment même où il envahit le Koweït, les États-Unis lui déclarèrent la guerre au motif qu'il était, en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies,
un fauteur de troubles à l'intérieur du Moyen-Orient, qu'il était une menace pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Voilà comment l'armée américaine attaqua sauvagement et bombarda l'Irak, puis finit par, au terme de sa deuxième guerre, s'emparer de Saddam Hussein pour le pendre, en prétendant au départ qu'il était détenteur d'armes chimiques, d'armes nucléaires qui menaçaient la sécurité du monde. Ce piège a été tendu par l'OTAN et par la France-Afrique au général Abdourahmane Tiani et au CNSP du Niger. On a envoyé le petit Talon provoquer le Niger dans l'espoir que le Niger réagisse de façon disproportionnée. Si le Niger avait réagi de façon disproportionnée, alors les puissances occidentales qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies auraient sauté sur le prétexte pour dire que le Niger devenait une menace pour la paix et la sécurité dans la sous-région en vertu de l'article 7 de la Charte des Nations Unies de San Francisco du 26 juin 1945. Et dans ces conditions, les puissances occidentales pouvaient attaquer sauvagement le Niger, comme elles ont attaqué l'Irak, comme elles ont attaqué la Libye, comme elles ont attaqué la Serbie, comme elles ont attaqué l'Afghanistan, comme elles ont attaqué la Somalie, bref, tous les pays auxquels eh bien, l'impérialisme otanien a déclaré la guerre au motif que ces pays troublaient l'ordre international, ne respectaient pas les droits de l'homme et leur soi-disant démocratie. Le général Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP, comme on dit à Abidjan, ils ont vu dedans. Ils ont vu. Ils ont compris le piège qui était ourdi contre eux. Talon s'est donc retrouvé avec des otages, mais sans le bénéfice de son kidnapping. Parce que quand tu kidnappes des gens, quand tu arrêtes des innocents, il faut t'assurer que tu vas en profiter. Or, selon le plan qu'ils avaient prévu, dès lors que les innocents nigériens étaient arrêtés, l'armée nigérienne allait s'énerver, traverser la frontière, entrer au Bénin et aller chercher Talon au palais et aller libérer les Nigériens. Mais le président Tiani est resté serein et imperturbable. Parce qu'il a bien compris que Patrice Talon ne comptait pas sur lui-même, mais il comptait sur ses maîtres impérialistes occidentaux. C'est la première raison. Bon, tu te retrouves avec des otages, mais il n'y a pas la réaction de la partie victime de ta prise d'otage. Il n'y a aucune réaction qui te mette en situation de dire ça y est, j'ai obtenu mon objectif. Non, c'est toi seul qui as maintenant un problème. Tu dois libérer les otages quand tu seras fatigué de les garder. Et le problème de Talon s'est compliqué pour une deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle Talon a libéré les otages nigériens, c'est que le kidnapping des Nigériens au Bénin a été vomi autant par le peuple béninois que par le peuple nigérien et tous les peuples africains. La circulation de l'information politique aujourd'hui en Afrique est telle que tout le monde a compris que Patrice Talon n'agissait pas dans l'intérêt du Bénin. Tout le monde a compris qu'il n'agissait pas dans l'intérêt du peuple nigérien. Il n'agissait même pas dans l'intérêt de la soi-disant CEDEAO. Tout le monde a compris que Talon était un cheval de Troie du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, pour organiser une attaque du Niger. Et l'opinion à l'unanimité a vomi Talon. Talon est détesté d'abord par les Béninois. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, au Bénin, à travers l'Afrique et le monde, à dénoncer Talon et à dire leur honte que Patrice Talon mène une telle politique contre un peuple frère. Le peuple nigérien a aussi compris qu'il ne fallait pas s'en prendre à ses frères et sœurs béninois. Les Nigériens ne sont pas tombés dans le piège du diviser pour mieux régner que Talon et ses maîtres néocolonialistes et ses maîtres otaniens leur avaient tendu. Donc Talon, littéralement, s'est retrouvé isolé, et dans l'opinion béninoise, et dans l'opinion nigérienne, et dans l'opinion africaine, et dans l'opinion internationale. Le soldat Talon, avec ses 5 otages, était nu comme un verre sur la place centrale de la politique africaine. Ça, c'est la deuxième raison. Talon vomi par l'opinion. Il y a une troisième raison pour laquelle Talon a libéré les otages. Il a libéré les otages parce que tous les juristes du Bénin qu'il a pu consulter lui ont dit qu'en vertu des accords d'exploitation du pétrole nigérien qu'il avait signés, il était impossible pour lui de justifier le fait d'empêcher que des officiels nigériens viennent compter la quantité de pétrole nigérien exporté au terminal de Semek-Bogi.
Talon a consulté tous les juristes, y compris les plus grands menteurs du Bénin. Même les menteurs lui ont dit, Président, les accords vous interdisent de conditionner l'ouverture de la frontière par le contrôle de l'exportation du pétrole. Les accords que vous avez vous-même, Talon, depuis 2018, signés sur l'exploitation du pétrole nigérien et son transport à travers le territoire béninois, ces accords sont explicites. Les relations frontalières, même les relations politiques, ne sont pas des conditions de cet accord. Les questions énergétiques sont indépendantes des questions frontalières. Donc Talon lui-même a reçu la conviction, après avoir écouté les arguments de ses propres juristes de la présidence, qu'il était dans le faux. Quand tu es dans le faux et que tes propres camarades te disent, là seulement, tu as exagéré, tu es en difficulté. Ça fait pour Talon une troisième raison pour laquelle ça n'allait pas. Quatrième raison. Quatrième raison pour laquelle Talon a compris que ce n'était pas la peine de continuer. Mais il a été lâché par ses comparses de la CEDEAO. Depuis que le conflit pétrolier nigéro-béninois a éclaté, dites-moi quel est le pays de la CEDEAO qui a soutenu Talon. Parce que Talon fait tout ça dans le cadre du plan que les néocolons français, les impérialistes de l'OTAN, ont demandé à la CEDEAO d'appliquer pour déstabiliser le Niger et détruire l'alliance des États du Sahel. Donc Talon s'attendait un minimum à un certain soutien de la Côte d'Ivoire de Ouattara, un certain soutien du Togo de Faure Gnassingbé, du Nigeria d'Adebola à Tinubu. Il s'attendait à un certain soutien d'Umaro Sissoko Embalo, qui est devenu très russe ces derniers temps. Talon s'attendait à un soutien de ses pairs. Oh que non! Talon fut lâché, abandonné en rase campagne. Depuis que le conflit du pipeline a commencé, dites-moi si vous avez une seule déclaration d'un dirigeant de la CEDEAO en soutien à Talon. Talon a regardé derrière lui, il n'a vu personne. Il a dit, hein? Donc je vais mourir cadeau comme ça? Je suis en train de servir de cheval de Troie contre le Niger. Mais je ne suis pas soutenu par la CEDEAO. Il n'y a même pas un communiqué de la CEDEAO pour dire que j'ai raison. Alors que Guterres était pressé de dire que les 49 bandits de Watney au Mali étaient protégés. Moi, je n'ai même pas reçu le soutien de l'Union africaine. Astagfirullah. Talon dit, comme personne ne me soutient alors que je lutte pour nous tous, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Il se souvient d'une phrase du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a dit avec raison, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je recommence la phrase. Là. Réfléchissez dessus. Quand on t'envoie, on dit va. Il faut savoir aller. Parce que sur le chemin, ceux qui t'ont envoyé ne sont pas là. Hein. Ceux qui t'ont envoyé ne sont pas là. Tu es sur le chemin, tu es seul. Donc, Talon a été envoyé par les néocolons français. Talon a été envoyé par les impérialistes de l'OTAN, mais Talon a été abandonné en plein chemin. C'est son nom seul qui sort. Il se serait attendu à ce que Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier à notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, il se serait attendu à ce que Ouattara le soutint. Ouattara ne le soutint point. Dramane était préoccupé à préserver ses arrières de garde chiourme du néocolonialisme français. Vous comprenez? Écoutez, et enfin, il y a une cinquième raison. Talon s'est rendu compte que le Niger peut vivre sans les recettes du pétrole. Ce qui a amené Talon à libérer les 5 otages nigériens qu'il détenait, c'est qu'au départ, il pensait que s'il coupe le pipeline Koulélé-Semek-Podji, le Niger n'aura plus de rentrée de devises importantes. Mais le Niger, en montrant qu'il est le maître de son uranium, a prouvé qu'il peut gagner beaucoup d'argent par d'autres matières premières stratégiques. Et le Niger, par ailleurs, a pris une décision extrêmement importante. C'est la cinquième raison, c'est de raffiner son pétrole sur place. C'est-à-dire de pouvoir exporter dans la sous-région africaine du pétrole à raffiner. Le Niger n'aura plus besoin systématiquement de charger du pétrole brut à l'état brut à travers le pipeline jusqu'à Semek-Podji pour que ce pétrole vienne dans une raffinerie en France et pour que ce soit en France que ce pétrole soit préparé à entrer dans les moteurs des voitures,
dans les moteurs des avions, des bateaux et consorts. D'accord? Le Niger vient de miser des sommes importantes pour se doter d'une raffinerie et d'un système de raffinerie qui feront que le produit fini pétrolier sera produit au Niger. De telle sorte que le Niger peut déjà s'engager à couvrir et à alimenter le marché sous-régional africain. Il peut livrer du pétrole au Mali, il peut livrer du pétrole au Burkina, il peut livrer du pétrole au Togo, il peut livrer du pétrole au Tchad. Tous les pays qui, éventuellement, n'ont pas du pétrole raffiné, le Niger a un marché sous-régional dense. Dense. Je réponds rapidement à une question qui m'est posée par un ami. Professeur, à quand votre venue à Ouagadougou? Ma réponse est la suivante. J'attends le OK des autorités burkinabées pour venir. Je ne peux pas me déplacer vers le Burkina Faso sans avoir reçu le OK des autorités burkinabées. Quand j'aurai le OK des autorités burkinabées, je viendrai au Burkina Faso. Je le dis à mes frères et sœurs burkinabés qui me posent cette question depuis plusieurs mois. J'attends. Quand le président Ibrahim Traoré, ses compagnons, seront prêts à recevoir leurs frères, j'arrive. Quand ils ne sont pas prêts, j'attends. Je ne peux pas m'amener au Burkina Faso sans qu'il m'ait donné la route. Vous comprenez? Ça viendra donc. Ne soyez pas pressés. Mon jeune frère Kémy Seba était là-bas. Je viendrai. Ne soyez pas pressés, on aura de très bons moments. Le Burkina, c'est chez moi. L'Afrique, c'est chez moi. Ne soyez pas inquiets. Le président et ses compagnons procèdent méthodiquement. Mon tour au Burkina arrive. Vous avez compris? Je réponds à mes amis burkinabés, il n'y a aucun problème. Je ne peux juste pas venir quand eux, ils ne sont pas encore prêts. Donc, si vous voulez que je vienne vite, pour ceux qui ont accès au président Traoré, dites que le professeur Franklin a dit que lui, il est prêt. Quand vous voulez, il vient. Tant que vous n'êtes pas encore prêt, il ne vient pas. Je ne me déplace jamais sans l'imprimatur des plus hautes autorités du pays. Je ne l'ai pas encore eu, mais je viendrai quand les maîtres des lieux seront prêts. Parce que je respecte toujours l'autorité. Là où je mets les pieds. Je ne mets pas les pieds quelque part où je ne respecte pas l'autorité. Quand je sais que l'autorité n'est pas respectable, je ne vais pas là-bas. Vous avez compris? Au Burkina, je suis prêt. J'attends que le président Traoré, qui est notre président du Faso, et qui est mon jeune frère, j'attends qu'il dise, professeur, venez. Vous avez compris? Dites ça partout à Ouaga. Ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas venir. Dites que j'attends le OK. Vous avez compris? Voilà. Sinon, Burkina, là, c'est chez moi. En attendant, je suis fidèle au poste. Je suis à la bataille. Je soutiens le peuple burkinabé. Je soutiens les autorités du Burkina Faso. Je soutiens les volontaires de la patrie. On est ensemble. Unis et solidaires, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Écrivez ça. Ce n'est pas un problème. J'arrive au Burkina. On fera ça dans l'ordre. Je ne suis pas un homme du cafouillage. Bon. Je vous ai donné le maximum de raisons pour lesquelles Talon a libéré les otages. Vous avez bien compris que Talon a été vaincu. Il a libéré les otages parce que détenir les otages, c'était sa honte. Il s'est retrouvé seul au milieu de la cour avec le ballon, comme les enfants qui n'aiment pas partager leur ballon avec les gens. À un moment donné, tout le monde les quitte, ils sont seuls avec leur ballon. On dit joue seul. Il faut dribbler seul. Tu marques le but tout seul. Tu jubiles parce que tu as marqué le but tout seul. Tu écris le score. Tu peux même marquer que tu gagnes 30-0. Mais tu joues contre toi-même. Talon s'est retrouvé en train de jouer contre lui-même. Non, il a libéré les otages. Une humiliation. Un homme nul. Quand le président Tchani, à travers ses communicants, lui a dit que lui, Talon, va libérer ses otages et qu'un seul de leurs cheveux ne va pas manquer, Talon crut douter. Mais le voilà, il les a libérés. Il a eu quoi en contrepartie? La frontière est fermée. Tant qu'il continue d'héberger des forces hostiles à la frontière avec le Niger et qu'il sert de base arrière pour la déstabilisation du Niger, Talon aura la frontière fermée. Le Niger a fermé la vanne de pétrole pour montrer que aucun bien matériel ne vaut plus qu'un être humain, une âme qui a été construite par le Tout-Puissant et l'univers afin de se préparer au passage dans le monde spirituel. L'argent au Niger est plus important que les gens. Si Talon pensait que les Nigériens sont esclaves du pétrole, nous pouvons donc lui dire qu'il a tapé un gros poteau. Il a tapé